J'étais à la réunion de famille de mon petit ami quand tout le monde m'a supplié de coucher avec son frère. Et je l'ai fait. Mon petit ami, Lustig, et moi sortions ensemble depuis 4 ans quand j'ai demandé pourquoi je n'avais jamais rencontré sa famille. Croyez-moi, après mon ex, cela n'arriverait plus jamais. Il disait toujours « Mais ensuite, sa mère a appelé pour leur barbecue annuel. » Je l'ai entendu au téléphone. « Pourquoi es-tu toujours obsédé par ça? Amène-la juste, nous devons la rencontrer. » Pendant tout le trajet, il n'arrêtait pas de marmonner sur sa famille déjantée et comment il ruinerait probablement tout encore une fois. Sa tante a ouvert la porte et tout son visage s'est effondré. « Mon Dieu, tu es vraiment venue ?» a-t-elle haleté, puis elle a couvert sa bouche des 2 mains comme si elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Par-dessus son épaule, j'ai vu sa mère courir vers nous. « Oh, bonjour. » Elle s'est présentée, puis a immédiatement détourné la conversation. « Le frère de Lustig, Stéphane, est là aussi, » a-t-elle dit. Trop joyeuse, trop fort. Vous devriez vous rencontrer. Maman. Arrête! Lustig a claqué, sa mâchoire si serrée que j'ai cru que ses dents allaient en se briser. Chaque conversation s'est arrêtée quand nous avons marché vers l'arrière-cour. Le frère de Lustig m'a particulièrement regardé sous le choc. Tu dois être... Stéphane a commencé. Elle n'a pas besoin de rencontrer tout le monde. Lustig l'a interrompu, sa voix assez tranchante pour couper du verre, mais sa mère a littéralement poussé Lustig sur le côté. Viens t'asseoir, chérie, juste ici à côté de Stéphane. Vous avez tellement en commun. La main de Lustig sur ma cuisse se serrait davantage à chaque mot qu'il disait sur Stéphane. J'ai besoin d'une bière, a annoncé Lustig. Mais quand il a essayé de m'emmener avec lui, Stéphane s'est levé aussi. Pourquoi ne m'aides-tu pas à aller chercher les bières? M'a demandé Stéphane, mais ce n'était pas vraiment une question. Puis il s'est tourné vers Lustig. Maman a besoin d'aide avec quelque chose. Reste ici. Elle n'a pas besoin d'aide avec le thé, a grogné Lustig, mais son père est soudainement apparu. Lustig, viens voir ma nouvelle voiture. La voix de son père avait un ton qui rendait clair que ce n'était pas facultatif. Dans la cuisine, Stéphane m'a tendu un couteau et une planche à découper, mais ne m'a rien donné à couper. Il est juste resté là, me regardant comme si j'étais un problème de maths qu'il ne pouvait pas résoudre. « Ta famille est intense », ai-je dit, essayant de briser l'étrange tension. « Je suis désolé pour eux », a-t-il dit doucement. « Ils ont de bonnes intentions. Juste. Ils veulent. » Il s'est arrêté, secouant la tête. Avant qu'il ne puisse finir, Lustig a fait irruption. « On s'en va. »« Nous venons d'arriver, » ai-je dit, mais sa mère a bloqué l'entrée. « Vous n'allez nulle part, pas avant. » Elle m'a regardé, puis Stéphane, et quelque chose s'est passé entre eux que je n'ai pas compris. Pas avant le dîner. Le reste de l'après-midi a été comme regarder un accident de voiture au ralenti. Sa sœur s'est saoulée et à un moment donné, elle m'a attrapé le visage et m'a dit « Embrasse juste Stéphane une bonne fois pour toutes. On y pense tous. » Finalement, Lustig m'a attrapé le poignet et m'a traîné dans un coin du patio. On s'en va maintenant. Ma famille essaie de... C'est là que Stéphane a explosé. Ça suffit. Tout le patio est devenu silencieux. Elle mérite de savoir qu'elle pourrait avoir mieux, a commencé sa mère. Non. Stéphane l'a interrompu. Elle mérite de connaître la vérité. Tout de suite. Sa mère est devenue pâle. Stéphane, tu viens de l'apprendre aujourd'hui. Tu ne comprends pas. J'en sais assez. Il s'est tourné vers sa sœur. Apporte mon ordinateur portable. Stéphane, s'il te plaît, a supplié sa mère. Nous essayons de gérer ça avec tact. D'essayer qu'elle te quitte pour toi au lieu de juste lui dire ce que Lustig a fait. Il s'est arrêté, passant ses mains dans ses cheveux. Apporte l'ordinateur portable. Lustig a essayé de me saisir à nouveau, mais son propre père l'a retenu. Tu l'as cherché, a dit son père doucement. Quand l'ordinateur portable est apparu, les mains de Stéphane tremblaient tellement qu'il pouvait à peine taper. Mon cerveau n'a pas pu traiter ce que je voyais au début. Il a fait défiler des dizaines de clips de moi dans ma chambre, sous ma douche, pendant des moments intimes avec Lustig que je croyais privés. Tous téléchargés sur Pornhub, tous associés aux titres les plus dégoûtants que j'ai jamais vus. Petite amie pathétique ne sait pas qu'elle ne vaut rien. La stupide se croit importante. Mes genoux ont cédé. Mais Stéphane m'a rattrapée, me tenant pendant que je regardais des années de violation organisées par les j'aime et les commentaires. Je l'ai découvert aujourd'hui, a dit Stéphane, sa voix se brisant. Maman m'a appelé ce matin.
Il pensait que s'il réussissait à ce qu'elle te quitte pour quelqu'un d'autre, tu n'aurais jamais à le savoir. Il a cliqué sur un autre fichier, un sur Google Drive. La voix ivre de Lustig a rempli le patio. Qu'ils aillent se faire Elle ne me quitterait jamais pour Stéphane. Je m'en suis assurée. Je l'ai entraînée à penser qu'elle ne vaut rien. Elle croit vraiment qu'elle a de la chance de m'avoir. Je vends son coin en ligne, et elle est trop stupide pour le savoir. Stéphane m'a tenu les cheveux pendant que je vomissais. Lustig était déjà en train de partir vers sa voiture, mais sa famille, surtout son père, n'avait pas l'intention de le laisser partir si facilement. Je suis assise dans la voiture de Stéphane devant un motel bon marché à 20 minutes du barbecue, et je ne peux pas m'arrêter de trembler. Même si le moteur est éteint et que nous sommes juste garés ici en silence. Stéphane n'a pas essayé de me toucher ni de me parler. Il attend juste. Et d'une certaine manière, cela rend plus facile d'ouvrir enfin la porte et de marcher vers la réception avec des jambes qui ne me ressemblent pas. L'employé a à peine levé les yeux quand j'ai demandé une chambre. Il a juste glissé une clé sur le comptoir et a pointé les escaliers. Stéphane porte mon sac de nuit que quelqu'un a dû prendre dans la voiture de Lustig, et je le suis sur les marches en ciment parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. La chambre de motel est basique mais propre. Et au moment où Stéphane dépose mon sac de nuit à l'intérieur et dit qu'il sera juste dehors si j'ai besoin de quelque chose. Je verrouille la porte et je m'effondre immédiatement. L'attaque de panique frappe si fort que je finis sur le sol de la salle de bain, hyperventilant dans une serviette, pour que Stéphane ne m'entende pas à travers les murs. J'ai l'impression que quelqu'un est assis sur ma poitrine et je n'arrive pas à prendre assez d'air, et tout ce que je peux voir quand je ferme les yeux, ce sont ces titres de vidéos avec mon visage à côté. Quand je peux enfin respirer à nouveau 30 minutes plus tard, je réalise que j'ai besoin d'aide au-delà de ce que Stéphane ou n'importe qui à ce barbecue peut offrir. J'appelle une ligne d'assistance en cas de crise parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Et la conseillère de l'autre côté me guide à travers des exercices de respiration avant de m'expliquer doucement que ce que Lustig a fait est un crime. Elle me dit de préserver toutes les preuves, de ne rien effacer et d'envisager de déposer un rapport de police dès que je serai prête. Elle suggère également de passer un examen médical et de trouver un thérapeute qui travaille avec les traumatismes. Et soudain, j'ai une liste d'actions concrètes au lieu de juste me noyer dans le choc. Stéphane frappe doucement à la porte et demande si j'ai besoin de nourriture ou d'eau. Et quand j'ouvre, il tient du café et des barres de céréales du distributeur automatique. Je lui dis ce que la conseillère de la ligne d'aide a dit à propos des preuves et de la police, et il propose immédiatement d'aider à tout documenter avant que Lustig ne puisse l'effacer. Nous nous asseyons aux extrémités opposées de la chambre de motel avec son ordinateur portable entre nous, et je commence le processus horrible de prendre des captures d'écran de chaque titre et nombre de vues de vidéo, pendant que Stéphane crée une sauvegarde cryptée. Il faut 3 heures pour tout documenter, et à la fin, j'ai vomi 2 fois, et Stéphane a l'air presque aussi brisé que moi. Les titres sont pires que ce dont je me souvenais de ce premier visionnage sous le choc au barbecue. Petite amie inutile ne sait pas qu'elle est utilisée. La stupide pense que je l'aime. La pathétique reçoit ce qu'elle mérite. Il y en a des dizaines d'autres qui me donnent envie de sortir de ma propre peau. Organisé par date de téléchargement, remontant à près de 3 ans. Stéphane enregistre tout avec des horodatage et des métadonnées. Sa mâchoire est si serrée que je peux entendre ses dents grincer, mais il ne dit pas un mot sur ce que nous regardons. Vers minuit, j'ai failli envoyer un texto à Lustig pour lui crier dessus, pour exiger des réponses, pour lui demander comment il avait pu faire ça à quelqu'un qu'il prétendait aimer. J'ai écrit une 12aine de messages différents, chacun plus en colère que le précédent. Mais Stéphane m'a doucement rappelé que tout ce que j'enverrais pourrait ruiner une enquête policière. J'ai effacé les messages non envoyés et à la place, j'ai écrit tout ce que je voulais dire dans l'application de notes de mon téléphone, juste pour sortir les mots de ma tête. Même si Lustig ne les voyait jamais. Marina a appelé le téléphone de Stéphane à 1h01 du matin, et quand il a mis le haut-parleur, je l'ai entendu le supplier de me ramener pour que nous puissions en parler en famille. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il pouvait arranger les choses, que nous n'avions pas besoin d'impliquer qui que ce soit d'autre, que Lustig avait fait une erreur, mais qu'il était toujours mon petit ami et que nous pouvions le régler. Stéphane lui a dit que nous ne reviendrions pas et a raccroché, mais je lui ai demandé de sauvegarder le message vocal parce que la façon dont elle essayait de dissimuler cela ressemblait aussi à une preuve. Riz a appelé 20 minutes après Marina et sa voix sonnait complètement différente.
Calme et embarrassée au lieu d'être exigeante, elle s'est excusée de ne pas m'avoir prévenue plus tôt. Elle a dit qu'elle ne l'avait appris que ce matin lorsque Marina l'a appelée en panique et a proposé de faire une déclaration à la police sur ce que Lustig avait dit à la famille. Je ne sais pas si je la crois sur le moment, mais l'offre de coopérer me semble suffisamment importante pour dire à Stéphane de sauvegarder ce message vocal aussi. Je me suis finalement endormie vers 3 heures du matin, toujours complètement habillée sur le couvre-lit du motel, et je me suis réveillée 6 heures plus tard, avec 17 appels manqués du numéro de Lustig. Stéphane dormait dans sa voiture sur le parking parce qu'il ne voulait pas me laisser seule, mais il ne voulait pas non plus me mettre mal à l'aise en restant dans la chambre. Quand j'ai frappé à sa vitre pour le réveiller, il m'a immédiatement demandé si j'étais prête à aller à la police et j'ai réalisé que je l'étais. Le poste de police était plus occupé que ce à quoi je m'attendais pour un samedi matin, et l'officier à la réception avait l'air fatigué et sceptique quand j'ai dit que j'avais besoin de signaler un crime. Mais quand j'ai expliqué ce que Lustig avait fait, m'enregistrer sans consentement, télécharger du contenu intime, les sites web, les titres, son expression a changé pour quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, et elle a immédiatement appelé un détective. Je me suis assise sur une chaise en plastique dans la salle d'attente avec Stéphane à côté de moi tenant le disque dur externe avec toutes les preuves, et j'ai essayé de ne pas penser au nombre d'étrangers qui avaient vu ces vidéos. Un détective est apparu dans la salle d'attente et s'est présenté comme Reed Hensley. Il avait l'air d'avoir une quarantaine d'années avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués, et sa voix avait ce calme et cette fermeté qui me donnèrent l'impression qu'il pourrait réellement écouter au lieu de juger. Il nous a guidés, Stéphane et moi, dans un couloir qui sentait le vieux café et la solution de nettoyage. Nous sommes passés devant des bureaux où d'autres officiers tapèrent des rapports ou parlaient au téléphone, jusqu'à une petite salle d'entretien avec une table en métal et 3 chaises en plastique. Reed nous a fait signe de nous asseoir et a sorti un bloc-notes, cliquant 2 fois sur son stylo avant de me regarder avec une expression qui semblait patiente et concentrée. J'ai commencé à parler, et une fois que j'ai commencé, je n'ai plus pu m'arrêter. Je lui ai parlé du barbecue, de l'ordinateur portable de Stéphane, des vidéos avec leurs titres horribles, de la confession enregistrée de Lustig, où il se vantait de m'avoir entraîné à penser que je ne valais rien. J'ai décrit les 4 années de notre relation qui, je le réalise maintenant, étaient basées sur le mensonge et la manipulation, comment il m'a isolée de mes amis, et m'a fait croire que j'avais de la chance qu'il reste avec moi. Reed a pris des notes, sans m'interrompre, hochant seulement la tête occasionnellement pour montrer qu'il suivait, et il ne m'a pas fait me sentir stupide. Dramatique, ou comme si j'exagérais. Quand j'ai eu fini, ma gorge me faisait mal à force de parler, et mes mains tremblaient à nouveau. Mais l'expression de Reed n'avait pas changé pour de la pitié ou du dégoût, seulement pour une concentration sérieuse. Reed a posé son stylo et a expliqué que ce que Lustig avait fait enfreignait probablement plusieurs lois, notamment l'atteinte à la vie privée, et potentiellement les lois sur le porno de vengeance, bien qu'il ait besoin d'examiner toutes les preuves pour déterminer les charges exactes. Il a écrit un numéro de dossier sur une carte et l'a glissé sur la table, me disant que c'était ma référence officielle pour l'enquête. Il a parcouru le processus par étapes qui avaient du sens. Ils devront vérifier le contenu, retracer les téléchargements pour confirmer que Lustig était la source. Éventuellement obtenir des mandats de perquisition pour ses appareils et son appartement. Cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, et il n'y a aucune promesse de poursuite en fonction de ce qu'ils trouveront. Mais au moins maintenant, il y a un dossier officiel, et quelqu'un en position d'autorité prend cela au sérieux. Reed a demandé à Stéphane de lui remettre le disque dur externe avec toutes les captures d'écran et les métadonnées, et Stéphane l'a glissé sur la table comme si c'était quelque chose de contaminé. Reed l'a mis soigneusement en sac et l'a étiqueté avec mon numéro de dossier, puis a demandé s'il y avait d'autres appareils ou comptes où des preuves pouvaient exister. Je lui ai parlé de mon propre téléphone et ordinateur portable, du stockage cloud de Lustig que Stéphane avait trouvé, des messages vocaux de Marina et Reese que nous avions sauvegardés. Reed a tout noté et a dit qu'il ferait un suivi. Reed s'est penché en avant et son ton a changé pour quelque chose de plus personnel. Il m'a conseillé de ne rien effacer de mes propres appareils, même si les regarder me rendait malade, car tout pourrait être une preuve. Il m'a dit d'éviter tout contact avec Lustig ou sa famille, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Pas de textos, d'appels ou de rencontres, peu importe à quel point il supplierait ou menacerait. Il a ensuite demandé si je me sentais en sécurité là où je logeais. Et quand j'ai expliqué pour le motel bon marché, il a serré la bouche. Il a suggéré que je trouve un endroit plus stable pour les prochaines semaines, un endroit que Lustig ne connaît pas car les ordonnances de protection prennent du temps à être traitées et les gars comme Lustig ne respectent pas toujours les limites.
Stéphane a immédiatement proposé son appartement, mais j'ai secoué la tête parce que rester avec le frère de Lustig me semblait trop compliqué, même si je lui faisais plus confiance qu'à quiconque en ce moment. Reed n'a pas insisté, mais a noté des informations sur les défenseurs des victimes qui peuvent m'aider à trouver un logement d'urgence, et m'a donné une brochure sur les ordonnances de protection d'urgence que je peux demander au palais de justice. Il s'est levé et nous a serré la main à tous les deux, me disant qu'il me recontacterait dans quelques jours une fois qu'ils auraient examiné les preuves et de l'appeler immédiatement si Lustig essayait de me contacter. Sortir du poste de police dans le samedi après-midi lumineux semblait surréaliste, comme si j'étais restée dans cette salle d'entretien pendant des jours au lieu d'un peu plus d'une heure. Stéphane m'a ramenée au motel, et aucun de nous n'a beaucoup parlé. J'ai regardé par la fenêtre des gens normaux faire des choses normales le samedi, faire des courses, promener des chiens, rire avec des amis, et je ne pouvais plus relier leur monde au mien. De retour dans la chambre de motel, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve Blake. Elle était mon amie la plus proche depuis l'université, la seule personne qui est restée en contact même lorsque Lustig rendait de plus en plus difficile le maintien des amitiés. J'ai appelé son numéro et quand elle a répondu avec son salut joyeux habituel, j'ai commencé à pleurer avant de pouvoir dire bonjour. La voix de Blake est immédiatement passée à l'inquiétude, et elle a demandé ce qui n'allait pas, où j'étais, si j'étais en sécurité. Je lui ai tout raconté, le barbecue, les vidéos, les titres, la confession de Lustig, le rapport de police, tout s'est déversé en phrases brisées entre les sanglots. Blake n'a ni interrompu ni posé de questions. Elle a juste écouté. Et quand j'ai finalement terminé, elle a dit sans hésiter que je resterais chez elle aussi longtemps que j'en aurais besoin. Elle vit seule dans un appartement d'une chambre, mais elle a insisté sur le fait que je pouvais avoir le canapé et qu'elle prendrait du temps libre au travail pour m'aider à régler les choses. Le soulagement d'avoir un endroit sûr où aller qui n'était pas lié à la famille de Lustig m'a fait pleurer plus fort. Et Blake est juste resté au téléphone avec moi jusqu'à ce que je puisse respirer normalement à nouveau. Elle a demandé si j'avais besoin qu'elle vienne me chercher, mais je lui ai dit que Stéphane était là et qu'il pouvait m'y emmener. Elle m'a fait promettre d'y aller tout de suite et qu'elle aurait de la nourriture et des couvertures prêtes. Stéphane m'a conduit à l'appartement de Blake de l'autre côté de la ville, portant mon sac de nuit sur 3 volets d'escalier, pendant que je le suivais, me sentant engourdie et épuisée. Blake a ouvert la porte avant que nous puissions frapper et m'a fait un câlin qui a duré assez longtemps pour que je me sente en sécurité. Elle a remercié Stéphane de m'avoir aidée et il a juste hoché la tête, ayant l'air mal à l'aise avec la gratitude. Avant de partir, il m'a donné le disque dur externe avec toutes les preuves soigneusement enveloppées dans un sac en plastique. Il a dit qu'il avait fait 3 sauvegardes à différents endroits sécurisés et qu'il avait noté toutes ses coordonnées sur un morceau de papier qu'il a glissé dans ma main. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il avait fait. Et il m'a regardé avec cette expression qui était à la fois triste et coupable. Il a dit qu'il était désolé que sa famille m'ait mise dans cette position, qu'il aurait aimé le savoir plus tôt, qu'il aurait dû savoir que quelque chose n'allait pas. Puis il est parti avant que je ne puisse trouver un moyen de répondre. Et Blake m'a doucement guidée à l'intérieur et a verrouillé la porte derrière nous. Blake avait déjà installé un espace temporaire dans son salon avec des couvertures et des oreillers supplémentaires de son placard, rendant le canapé presque confortable. Elle ne m'a pas poussée à parler des détails que je n'étais pas prête à partager. Au lieu de cela, elle s'est affairée dans sa petite cuisine, préparant du thé et sortant des collations. Nous avons commandé des plats chinois à emporter et les avons mangés sur le canapé tout en regardant des émissions de télévision idiotes. Un concours de cuisine où le plus grand drame était la chute du soufflet de quelqu'un. Pendant quelques heures, j'ai presque pu faire semblant que ce n'était qu'une visite normale. 2 amis qui traînent un samedi soir au lieu de ma vie qui s'effondre. Mais quand j'ai essayé de dormir cette nuit-là, allongée sur le canapé de Blake dans des pyjamas empruntés. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces titres de vidéos. Petite amie pathétique ne sait pas qu'elle ne vaut rien. La stupide croit que je l'aime. J'imaginais tous les étrangers qui m'avaient vu sans ma connaissance, qui avaient laissé des commentaires et des « j'aime », qui avaient vu des moments intimes que je pensais privés. Je les imaginais sur leurs ordinateurs ou leurs téléphones, se délectant de mon humiliation, et mon estomac se tordait. Blake a dû m'entendre pleurer parce qu'elle est sortie de sa chambre vers 2 heures du matin et s'est assise par terre à côté du canapé, ne disant rien, juste étant là jusqu'à ce que je m'endorme enfin. Le lundi matin, je me suis réveillée avec Blake déjà habillée pour le travail, mais elle avait préparé du café et laissé une note disant de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit.
J'ai trouvé la brochure que Reed m'avait donnée sur les défenseurs des victimes, et j'ai composé le numéro, mes mains tremblant pendant que ça sonnait. Une femme a répondu, et quand j'ai expliqué pourquoi j'appelais, sa voix est immédiatement devenue douce et professionnelle. Elle m'a aidé à comprendre mes options pour obtenir une ordonnance de protection contre Lustig, passant en revue la différence entre les ordonnances d'urgence et les ordonnances permanentes. Elle m'a expliqué quelles preuves j'aurais besoin, quelles restrictions je pouvais demander, combien de temps le processus prend. Elle m'a également donné des références pour des thérapeutes qui travaillent avec les traumatismes et les atteintes à la vie privée, y compris une appelée Dina Gray, qui avait une disponibilité immédiate. J'ai noté toutes les informations d'une écriture tremblante, la remerciant plusieurs fois avant de raccrocher. J'ai ensuite appelé le bureau de Dina et la réceptionniste m'a donné rendez-vous pour le mardi après-midi, disant que Dina avait eu une annulation et voulait me voir dès que possible. Le mardi après-midi, j'ai pris un Uber jusqu'au bureau de Dina dans un immeuble professionnel calme du centre-ville. La salle d'attente avait des lumières douces et des chaises confortables. Rien à voir avec la lumière fluorescente crue du poste de police. Dina est sortie pour me saluer elle-même. Une femme d'une 50aine d'années avec des yeux gentils et des cheveux gris attachés en chignon. Son bureau sentait la lavande et il y avait des plantes sur le rebord de la fenêtre, ce qui le rendait moins clinique que ce à quoi je m'attendais. Elle ne m'a pas fait raconter toute l'histoire immédiatement, ce qui m'a surprise. Au lieu de cela, elle m'a appris des techniques d'ancrage pour quand j'avais des attaques de panique. Des choses simples comme appuyer mes pieds sur le sol et nommer 5 choses que je pouvais voir. Elle m'a aidé à créer un plan de sécurité avec des étapes concrètes pour différents scénarios. Quoi faire si je voyais Lustig? Quoi faire si les pensées intrusives devenaient trop fortes? Qui appeler en cas d'urgence? Nous avons parlé de la façon dont le traumatisme vit dans le corps et comment la guérison n'est pas linéaire. Comment certains jours seraient meilleurs que d'autres, et c'est normal. Pour la première fois depuis le barbecue, j'ai eu l'impression que je ne me sentirais peut-être pas brisée pour toujours. Comme s'il y avait peut-être un chemin à parcourir, même si je ne pouvais pas tout voir pour l'instant. J'ai dû en parler à mon patron parce que j'avais déjà manqué 2 jours de travail et que j'avais besoin d'un horaire flexible pour les rendez-vous juridiques et la thérapie. Je l'ai appelé le mercredi matin et je suis restée vague, disant que je gérais une crise personnelle et une affaire juridique qui nécessitaient quelques ajustements. Mon patron a été étonnamment compréhensive, demandant ce dont j'avais besoin au lieu d'exiger des détails. J'ai demandé à travailler à domicile pour les prochaines semaines et elle a accepté immédiatement, disant que mon travail était en sécurité pendant que je gérais cela. Je ne lui ai pas donné les détails parce que la honte que tout le monde au travail sache ce que Lustig a fait était trop lourde à porter. L'idée que des collègues trouvent ces vidéos, me voyant dans ces moments, me donnait envie de disparaître. Mais au moins, je ne perdrai pas mon travail en plus de tout le reste. Le mercredi après-midi, la défenseure des victimes m'a rencontrée au palais de justice pour m'aider à demander une ordonnance de protection d'urgence. Me tenir devant le juge pour expliquer pourquoi j'avais besoin de protection contre quelqu'un avec qui j'étais sortie pendant 4 ans était complètement surréaliste. La juge était une femme plus âgée avec des lunettes de lecture et une expression sans fioriture. Et elle a écouté attentivement pendant que je décrivais les vidéos, les titres, la peur que je ressentais maintenant que Lustig savait que j'étais allée à la police. Je lui ai montré le numéro de dossier que Reed m'avait donné et j'ai expliqué l'enquête en cours. La juge a posé quelques questions pour savoir si Lustig m'avait contacté depuis que j'avais quitté le barbecue, s'il savait où je logeais, si je craignais pour ma sécurité. J'ai répondu honnêtement, ma voix tremblante mais claire, et elle a hoché la tête lentement. Elle a accordé une ordonnance temporaire interdisant à Lustig de me contacter ou de s'approcher à moins de 500 pieds de chez moi ou de mon lieu de travail, avec effet immédiat. Ce n'était qu'un bout de papier, mais savoir qu'il y avait des conséquences légales s'il la violait me faisait me sentir un peu moins comme une proie. La juge a fixé une date pour une audience complète dans 2 semaines où Lustig pourrait répondre. Mais pour l'instant, l'ordonnance d'urgence tenait bon. Quitter ce palais de justice avec l'ordonnance en main s'est senti comme le premier vrai pas pour reprendre le contrôle. Le jeudi matin, j'ai conduit jusqu'au bureau de Justina Westbrook, dans un immeuble du centre-ville avec trop de verre et pas assez de parking. Son assistante m'a montré une salle de conférence qui sentait le café et le cuir, et Justina est entrée 5 minutes plus tard avec un bloc-notes jaune et un dossier portant mon nom. Elle devait avoir une 50aine d'années avec des cheveux gris attachés et le genre de contact visuel direct qui me donnait l'impression qu'elle écoutait vraiment quand je parlais. Elle s'est assise en face de moi et a ouvert le dossier, scannant les papiers que Reed avait dû lui envoyer.
puis a tout mis de côté et m'a regardé. Elle a expliqué que l'affaire pénale contre Lustig dépendait du procureur, se basant sur l'enquête de Reed et les preuves qu'ils avaient rassemblées, mais je pouvais aussi engager une action civile pour dommages indépendamment. Elle a parlé de poursuites pour détresse émotionnelle, des lois sur l'atteinte à la vie privée et d'une éventuelle compensation monétaire pour les frais de thérapie et les dommages qu'il avait causés. Sa voix est restée calme et professionnelle pendant qu'elle passait en revue les différentes options légales, mais elle a été honnête sur le fait que les affaires civiles prenaient des mois ou des années et nécessitèrent de revivre tout plusieurs fois par le biais de dépositions et de comparutions au tribunal. J'ai demandé si cela valait la peine, et elle ne m'a pas donné de réponse facile, disant seulement que cela dépendait de ce dont j'avais besoin du processus au-delà de ce que l'affaire pénale pouvait fournir. Elle a estimé les frais juridiques et a expliqué les accords de contingence, puis m'a donné une semaine pour réfléchir si je voulais aller de l'avant avec le litige civil. La réunion a duré 90 minutes, et à la fin, mon cerveau se sentait rempli de termes juridiques et de considérations stratégiques, mais au moins, je comprenais mieux mes options qu'en entrant. Avant de partir, Justina a suggéré que je contacte également les sites web hébergeant le contenu pour demander son retrait. Et elle m'a donné les coordonnées de Mason Kwan, un spécialiste de la confiance et de la sécurité des plateformes avec qui elle avait déjà travaillé sur des cas similaires. Elle a dit que Mason connaissait le processus de A à Z et pouvait aider à naviguer les demandes de retrait plus efficacement que d'essayer de le faire seul. J'ai pris la carte de visite et l'ai remercié pour son temps, puis je me suis assise dans ma voiture dans le garage pendant 10 minutes, essayant de tout assimiler avant de retourner à l'appartement de Blake. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un courriel à Mason en utilisant l'adresse fournie par Justina, gardant le message bref et professionnel tout en expliquant ce qui s'était passé et quel contenu devait être retiré. J'ai inclus le numéro de dossier que Reed m'avait donné et j'ai mentionné la référence de Justina, puis j'ai appuyé sur envoyer avant de trop y penser. Mason a répondu en 3 heures, ce qui m'a surprise compte tenu du nombre de cas qu'il devait gérer. Son courriel était complet et gentil sans être condescendant, expliquant le processus pour signaler le contenu intime non consensuel sur différentes plateformes. Il a dit que j'aurais besoin de vérifier mon identité par des canaux sécurisés et de fournir la preuve que je n'avais pas donné mon consentement pour les téléchargements, ce qui semblait invasif mais nécessaire. Il m'a guidé à travers les plateformes qui avaient les meilleures politiques de retrait et celles qui résisteraient ou ignoreront complètement les demandes. Puis il m'a averti de la réalité à laquelle j'essayais de ne pas penser. Le retrait des principales plateformes réussit généralement, mais le contenu peut être téléchargé et retéléchargé ailleurs par des utilisateurs qui ont enregistré des copies. L'effacement complet d'Internet est presque impossible une fois que quelque chose se propage au-delà de l'emplacement de téléchargement initial. Lire cela m'a retourné l'estomac, mais au moins je savais à quoi je faisais face au lieu d'espérer un résultat qui n'arriverait pas. Mason a proposé de coordonner les demandes de retrait en mon nom si je voulais une aide professionnelle pour gérer le processus, et j'ai accepté immédiatement parce que faire cela seul semblait écrasant. Le vendredi matin, Stéphane m'a envoyé un texto pour me demander comment j'allais, et j'ai réalisé que je ne lui avais pas parlé depuis qu'il m'avait déposé à l'appartement de Blake il y a 4 jours. J'étais tellement concentrée sur les démarches légales et les rendez-vous de thérapie que je n'avais même pas pensé à contacter la personne qui m'avait d'abord montré les preuves et m'avait mise en sécurité. J'ai répondu par un message suggérant un café et il a accepté immédiatement, choisissant un endroit de l'autre côté de la ville, loin de l'endroit où Lustig pourrait se trouver. Nous nous sommes rencontrés le samedi après-midi et Stéphane avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas bien dormi non plus. Il a commandé du café et s'est assis en face de moi dans une banquette d'angle, et avant que je ne puisse trouver comment aborder le malaise, il l'a dit directement. Il voulait aider avec tout ce dont j'avais besoin, mais il n'essayait pas de remplacer son frère ni de commencer quoi que ce soit de romantique. Et si son soutien me semblait un jour inconfortable ou confus, je devais le lui dire. La clarté de cette limite a fait se détendre quelque chose dans ma poitrine que je n'avais pas réalisé qui était tendu. Je pouvais accepter son soutien continu sans me sentir coupable ou confuse quant à ses motivations. Et je lui ai dit que j'appréciais qu'il le dise à voix haute au lieu de laisser cela non dit entre nous. Nous avons parlé pendant 1 heure de choses normales, de travail et de livres, et de rien lié à Lustig. Et ça faisait du bien d'avoir une conversation qui n'était pas entièrement centrée sur le traumatisme et les procédures légales. Quand nous sommes partis, il m'a rappelé que je pouvais l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Et je crois vraiment qu'il le pensait sans arrière-pensée. Le dimanche après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas, et j'ai failli ne pas répondre,
mais quelque chose m'a poussé à décrocher. La voix de Marina est immédiatement entrée, parlant rapidement de la façon dont l'ex-petite amie de Lustig était folle et manipulatrice, et que c'était pour cela que la famille était si protectrice. Elle a suggéré que peut-être j'exagérais comme l'ex l'avait fait, que Lustig avait des problèmes, mais n'était pas une mauvaise personne, et si seulement nous pouvions en parler calmement. Blake était assise en face de moi lorsque cela s'est produit et elle a immédiatement commencé à enregistrer avec son propre téléphone, le tenant pour que je me souvienne de rester calme. J'ai laissé Marina parler en cercle pendant 5 minutes, sa voix devenant plus désespérée, alors que je ne m'engageais pas dans ses arguments ou ne défendais pas mes choix. Quand elle a finalement manqué de souffle, je l'ai remerciée pour sa perspective avec la voix la plus neutre que je pouvais gérer, puis j'ai raccroché sans répondre à aucun de ses points réels. Blake a arrêté l'enregistrement et nous avons sauvegardé le fichier audio avec un horodatage, l'ajoutant à la collection croissante de preuves montrant les tentatives continues de la famille de manipuler me et de me faire pression. J'ai envoyé un texto à Reed à propos de l'appel et il a répondu en quelques minutes, me disant de documenter chaque contact des membres de la famille, car cela pourrait être pertinent s'ils tentèrent d'interférer avec l'affaire. Le samedi matin, quelqu'un a frappé à la porte de Blake et je me suis figée jusqu'à ce que Blake regarde par le Judas et dise que c'était Rhys. J'ai seulement accepté de le laisser entrer parce que Blake était à la maison et que j'avais déjà envoyé un texto à Reed pour lui dire que j'allais le rencontrer. Rhys est entré avec un vieil ordinateur portable qui semblait avoir au moins 5 ans et l'a posé délicatement sur la table basse, comme s'il pouvait exploser. Il a dit qu'il appartenait à Lustig à l'université et qu'il l'avait trouvé dans une boîte dans son garage. Et il pensait qu'il pourrait y avoir plus de preuves sur le début de ce comportement. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il l'expliquait, et il avait l'air sincèrement dévasté d'une manière difficile à simuler. Il m'a dit qu'il avait donné un ultimatum à Lustig. Chercher de l'aide professionnelle et prendre de vraies responsabilités, ou perdre complètement le soutien de sa famille. Je ne sais pas si je le crois sur le moment où il a su quoi, mais ses actions continuent de soutenir la responsabilité au lieu de la dissimulation. J'ai pris l'ordinateur portable et j'ai promis de le donner à Reed, et Rhys est parti rapidement, comme s'il ne pouvait pas supporter d'être dans la pièce avec sa propre culpabilité. Plus tard cet après-midi-là, j'ai commencé à parcourir les articles que Lustig m'avait donnés au fil des ans, essayant de décider quoi garder et quoi jeter. Il y avait un collier de notre 2e anniversaire, une photo encadrée d'un voyage que nous avions fait, une peluche de notre 1er anniversaire avec laquelle je dormais. Je tenais une boîte en bois décorative qu'il m'avait donnée il y a 6 mois quand quelque chose dans le poids ne me semblait pas normal. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé des bijoux à l'intérieur comme je m'en souvenais. Mais quand j'ai soulevé la doublure en velours, il y avait une minuscule caméra en dessous, toujours en train d'enregistrer sur une carte mémoire. La lentille pointait à un angle qui capturerait mon lit si cette boîte était toujours dans ma chambre, où je la gardais à l'origine. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai failli tout laisser tomber, mais j'ai réussi à la poser soigneusement et à trouver un sac en plastique pour la préserver comme preuve. J'ai appelé Reed, et ma voix est sortie plus aiguë que la normale pendant que j'expliquais ce que j'avais trouvé. Et il m'a dit de la toucher le moins possible et qu'il viendrait la chercher immédiatement. Il est arrivé à l'appartement de Blake 30 minutes plus tard avec des gants et des sacs de preuves et a photographié la caméra en place avant de la retirer soigneusement. Il a également pris le vieil ordinateur portable que Rhys avait apporté en disant « Ce genre de preuve physique renforce considérablement l'affaire au-delà du contenu téléchargé. » Reed a expliqué qu'il travaillait déjà à obtenir un mandat de perquisition pour l'appartement et les appareils de Lustig, et la caméra cachée lui donnait une justification supplémentaire pour l'étendue de ce mandat. Il s'attendait à l'approbation dans la semaine à venir, et une fois qu'il l'aurait exécuté, ils auraient une image plus claire de l'étendue totale de ce que Lustig faisait. L'idée qu'il pourrait y avoir plus de caméras ou plus d'enregistrements m'a donné envie de vomir. Mais au moins, Reed prenait cela au sérieux et agissait rapidement. Le mardi soir, Jérémy a appelé mon téléphone et j'ai failli ne pas répondre, mais son nom sur l'écran m'a rendue assez curieuse pour décrocher. Elle sonnait sobre cette fois, sa voix calme et ferme alors qu'elle s'excusait pour ce qu'elle avait dit au barbecue à propos d'embrasser Stéphane. Elle a admis que Marina avait fait pression sur toute la famille pendant des semaines avant mon arrivée, disant à tout le monde que s'ils pouvaient me faire m'intéresser à Stéphane, je quitterais Lustig sans jamais avoir à savoir pour les vidéos. Jérémy a dit qu'elle se sentait mal d'en faire partie, mais qu'elle ne savait pas comment tenir tête à sa mère, et maintenant elle se sentait responsable de la tournure des événements. Je ne lui ai pas dit que c'était bon parce que ce n'était pas le cas, mais j'ai apprécié qu'elle appelle pour prendre ses responsabilités
au lieu de chercher des excuses. Elle a proposé de faire une déclaration à Reed sur la pression familiale et la manipulation de Marina si cela aidait l'affaire. Et je lui ai dit que je ferais savoir à Reed qu'elle était prête à coopérer. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais la conversation semblait sincère d'une manière que l'appel de Marina n'avait pas. Et j'ai raccroché avec le sentiment qu'au moins une personne de cette famille essayait de faire ce qui était juste. Même si c'était compliqué, le travail devenait plus difficile à gérer, même à domicile, car je ne pouvais pas me concentrer sur des tâches normales lorsque mon cerveau était bloqué sur l'enquête, la thérapie et la peur constante que quelqu'un que je connaissais ait vu ces vidéos. J'ai manqué des délais que je n'avais jamais manqués auparavant, et mon patron l'a remarqué, m'appelant à un appel vidéo le mercredi matin pour voir comment j'allais. Elle m'a demandé si tout allait bien, et j'ai fini par lui en dire plus que prévu. Pas de détails graphiques, mais assez pour qu'elle comprenne que c'était grave. J'ai mentionné les procédures judiciaires et la thérapie et le besoin d'une certaine flexibilité avec mon horaire, et elle n'a pas insisté pour des détails que je n'étais pas prête à partager. Elle a immédiatement impliqué les RH pour discuter des aménagements formels, et en 2 heures, j'ai reçu un courriel confirmant que je pouvais travailler un horaire réduit pour le mois prochain, avec une programmation flexible pour les rendez-vous. Mon patron a clairement indiqué que mon travail était en sécurité pendant que je gérais cela. Et le soulagement de ne pas avoir à m'inquiéter de perdre mes revenus en plus de tout le reste m'a fait pleurer pour la première fois depuis des jours. Le jeudi après-midi, Reed a appelé pour me dire que le tribunal avait signifié l'ordonnance de protection temporaire à Lustig dans son appartement ce matin-là. En 1 heure, Lustig l'a violée en appelant mon téléphone 12 fois de suite depuis son propre numéro. Je n'ai répondu à aucun des appels, mais j'ai enregistré le journal d'appel avec les horodatage, et Reed m'a dit de documenter chaque violation, car cela renforçait à la fois l'affaire pénale et ma demande d'ordonnance permanente. Le fait que Lustig ne puisse même pas suivre une ordonnance du tribunal de base pendant 1 heure m'a tout dit sur le peu de contrôle ou de remords qu'il avait réellement, et cela m'a rendue reconnaissante de rester dans un endroit qu'il ne connaissait pas. La semaine suivante, Reed a appelé pour dire que le mandat de perquisition avait été approuvé et qu'il l'exécutait ce matin-là. J'ai fait les 100 pas dans le salon de Blake pendant 3 heures, vérifiant mon téléphone toutes les 2 minutes, jusqu'à ce que Reed m'envoie un texto disant qu'ils avaient de fini et avaient confisqué tout l'appartement de Lustig. Son ordinateur portable, son téléphone, sa tablette, 3 disques durs externes et 2 autres caméras cachées qu'ils avaient trouvées dissimulées dans le placard de sa chambre pointant vers le lit. Reed a dit qu'ils avaient emmené Lustig pour l'interroger au poste, mais qu'il avait immédiatement engagé un avocat et n'avait rien dit d'utile. 4 heures plus tard, Reed a rappelé et sa voix semblait fatiguée quand il m'a dit que Lustig avait payé la caution et avait été libéré le jour même. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai laissé tomber le téléphone, et Blake a dû le ramasser et mettre le haut-parleur. Reed a promis qu'il surveillait Lustig de près et que l'ordonnance de protection était toujours en vigueur, avec de graves conséquences s'il la violait. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était qu'il était quelque part dehors. En colère, et sachant où je travaillais, même s'il ne savait pas où je logeais. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, sursautant au moindre bruit dans l'appartement de Blake et vérifiant les serrures des portes et des fenêtres au moins 6 fois avant de finalement m'évanouir d'épuisement vers 4 heures du matin. 3 jours plus tard, Reed a appelé avec le rapport médico-légal et m'a demandé si je pouvais venir au poste car il y avait beaucoup de choses à examiner. J'ai conduit là-bas avec l'estomac noué et Reed m'a emmené dans la même salle d'entretien où j'avais tout signalé pour la première fois. Il a ouvert son ordinateur portable et m'a montré une feuille de calcul qui a brouillé ma vision. Des sauvegardes cloud remontant à 5 ans, ce qui signifiait du contenu d'avant même que nous sortions officiellement, de l'époque où je pensais que nous ne faisions que sortir ensemble de manière décontractée. Des centaines de fichiers organisés par date et lieu, avec des notes sur ce que contenait chacun. Vidéos, photos, enregistrements audio. Reed a fait défiler la liste et j'ai vu des entrées de ma chambre, de ma salle de bain, de mon salon, de l'hôtel où nous avions séjourné pour mon anniversaire il y a 2 ans, de sa voiture, d'une cabine d'essayage dans un magasin où nous étions allés ensemble. Beaucoup des angles et des situations étaient ceux où je n'avais jamais su que j'étais enregistrée. Je n'avais jamais vu de caméra ou de téléphone positionné nulle part. L'étendue était bien plus grande que ce qui avait été téléchargé publiquement, et j'ai réalisé que presque rien dans toute ma relation n'avait été vraiment privé. Reed m'a donné le temps de traiter et a proposé de m'apporter de l'eau, mais je suis juste restée assise à regarder la feuille de calcul, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait faire cela pendant des années. Plus tard cet après-midi-là,
J'ai eu ma séance régulière avec Dina, et j'ai passé toute l'heure à essayer d'expliquer le rapport médico-légal et ce que cela signifiait. Elle m'a aidé à comprendre que la violation n'était pas seulement le contenu téléchargé. Il s'agissait de la destruction systématique de ma vie privée et de mon autonomie sur plusieurs années. Nous n'avons même pas abordé les exercices qu'elle avait prévus parce que j'étais trop occupée à essayer d'accepter le fait que Lustig m'enregistrait pendant des moments que je croyais complètement privés, pendant des conversations où j'étais vulnérable, pendant des moments où j'existais simplement dans mon propre espace. Le lendemain, Reed m'a dit que Stéphane était venu pour son entretien formel en tant que témoin et que ça s'était bien passé. Stéphane a apporté l'enregistrement audio de la confession ivre de Lustig lors du barbecue et a donné un témoignage détaillé sur la connaissance de la famille et leur tentative de dissimulation. Reed a dit que Stéphane était coopératif et crédible, répondant à chaque question en profondeur et n'essayant pas de protéger Lustig ou de minimiser ce qui s'était passé. Sa déclaration correspondait à tout ce que j'avais signalé et ajoutait du contexte sur la dynamique familiale et la campagne de pression de Marina avant mon arrivée au barbecue. Avoir quelqu'un de la propre famille de Lustig prêt à témoigner contre lui était significatif d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Comme si je n'étais peut-être pas complètement seule dans tout cela, même si ça avait commencé comme ça. Reed a également interviewé Marina, mais sa session a été très différente selon lui. Il m'a appelé après pour me faire le point et a dit que son histoire n'arrêtait pas de changer tout au long de l'entretien. Elle a d'abord affirmé qu'elle ne savait rien des vidéos jusqu'au matin du barbecue, lorsque Stéphane l'avait appelée, mais ensuite, lorsque Reed l'a pressée sur les détails du moment, elle a admis qu'elle l'avait appris des semaines auparavant. Ensuite, elle a encore changé son histoire et a insisté sur le fait que Lustig lui avait dit que c'était du contenu consensuel que nous avions fait ensemble et qu'elle n'avait aucune raison de le douter. Reed a documenté toutes les contradictions et incohérences dans son rapport et m'a dit que ses tentatives d'obstruction et de tromperie aidaient en fait l'affaire car elles montraient une conscience de culpabilité au sein de la famille. Pendant ce temps, Mason m'a envoyé un courriel avec de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est qu'il a réussi à retirer les vidéos de la plateforme principale où elles avaient été téléchargées, travaillant avec leur équipe de confiance et de sécurité pour vérifier que le contenu n'était pas consensuel et le faire supprimer. La mauvaise nouvelle est arrivée 3 jours plus tard, lorsqu'il a trouvé des miroirs et des téléchargements sur au moins 7 sites plus petits, plus difficiles à atteindre. Il a mis en place des alertes de surveillance qui le notifieront si mon nom ou mon image apparaît sur de nouvelles plateformes. Et il continue d'envoyer des demandes de retrait à chaque site qu'il trouve, mais il est honnête avec moi sur le fait que ce sera un processus continu qui pourrait durer des années. Certains de ces petits sites sont hébergés à l'étranger ou opèrent dans des zones juridiques grises, ce qui complique la suppression. L'idée que ces vidéos puissent exister quelque part sur Internet pour toujours me rendait physiquement malade, mais au moins quelqu'un travaillait activement pour minimiser les dommages et détecter rapidement les nouveaux téléchargements. Justina m'a appelé à son bureau la semaine suivante pour examiner la stratégie de l'affaire civile. Elle avait rédigé des lettres de préservation formelles à toutes les plateformes que Mason avait identifiées, leur demandant légalement de préserver les preuves et les métadonnées au cas où nous irions de l'avant avec le litige. Elle a également préparé une lettre de mise en demeure à l'avocat de Lustig, décrivant les réclamations civiles potentielles pour atteinte à la vie privée, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et violation des lois étatiques sur le porno de vengeance. La lettre suggérait de discuter d'un règlement avant de déposer une plainte et leur donner 30 jours pour répondre. J'ai dit à Justina que je n'étais pas sûre de vouloir de l'argent de Lustig, que je voulais surtout qu'il fasse face à de vraies conséquences et qu'il ne puisse plus jamais faire cela à quelqu'un d'autre. Elle a expliqué que la menace d'une action civile nous donnait un levier dans l'affaire pénale et forçait Lustig à prendre cela au sérieux. De plus, les dommages monétaires pouvaient me compenser pour les frais de thérapie et les dommages continus à ma réputation et à ma santé mentale. Lors de ma séance de thérapie suivante, Dina a introduit des techniques de thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour gérer les pensées intrusives et les spirales de honte qui me frappaient plusieurs fois par jour. Nous avons pratiqué la remise en question des pensées automatiques qui me disaient que c'était de ma faute d'une manière ou d'une autre, ou que j'aurais dû savoir ce que Lustig faisait. Elle m'a fait écrire la pensée, puis identifier les preuves pour et contre elle, puis trouver une perspective plus équilibrée. Les exercices semblaient maladroits et forcés au début, comme si je faisais juste les mouvements sans vraiment croire les idées alternatives. Mais Dina a dit que c'était normal, et le but était de pratiquer la compétence même lorsque cela semblait faux, parce que finalement, mon cerveau commencerait à accepter la perspective plus équilibrée automatiquement.
après quelques semaines de pratique quotidienne, j'ai remarqué que je pouvais parfois arrêter la spirale de honte avant qu'elle ne prenne complètement le dessus. Reconnaître le schéma et rediriger mes pensées avant de sombrer dans la conviction que je ne valais rien ou que j'étais stupide de ne pas voir ce que Lustig faisait. Un vendredi soir solitaire, j'ai téléchargé une application de rencontre, pensant que je pourrais peut-être commencer à avancer et me prouver que tout le monde n'était pas comme Lustig. J'ai passé 20 minutes à configurer mon profil et à choisir des photos qui semblaient sûres et normales. Mais au moment où j'ai commencé à faire défiler les profils, j'ai eu une attaque de panique complète, imaginant que n'importe lequel de ces étrangers avait vu ces vidéos, me reconnaissant, connaissant des détails intimes sur mon corps et mes moments privés. Ma poitrine s'est serrée et je n'arrivais pas à respirer, et j'ai supprimé l'application en 10 minutes assise sur le sol de ma salle de bain, essayant de me calmer. Lors de ma séance suivante avec Dina, je lui ai raconté ce qui s'était passé, et elle m'a aidé à comprendre que je n'étais pas encore prête à sortir avec quelqu'un, et que c'était tout à fait normal. La guérison ne suit pas un calendrier, et me pousser trop vite ne ferait que causer plus de tort. Elle m'a rappelé que pour l'instant, ma priorité devait être la sécurité et la stabilité, pas de me prouver que je pouvais passer à autre chose ou que je n'étais pas brisée. 2 semaines plus tard, Reed a appelé avec une mise à jour qui m'a encore noué l'estomac. L'équipe médico-légale a trouvé des fichiers supplémentaires sur les appareils de Lustig qui n'avaient pas été téléchargés publiquement, y compris des enregistrements de salles de bain et de cabines d'essayage dans des endroits que nous avions visités ensemble. Certains des lieux semblaient être des espaces publics où l'enregistrement serait illégal indépendamment du consentement, comme les toilettes d'un restaurant où nous étions allés pour notre anniversaire, ou la cabine d'essayage d'un grand magasin où j'avais essayé des vêtements pendant qu'il attendait dehors. Reed a dit qu'il était probable que les accusations seraient étendues au-delà de ce qui avait été initialement signalé, car l'enregistrement dans ces espaces violait des lois différentes de l'enregistrement dans des résidences privées. Le procureur prenait l'affaire très au sérieux et préparait de multiples chefs d'accusation pour crime. Le lendemain matin, Rhys m'a contacté par l'intermédiaire de Stéphane pour dire qu'il avait trouvé le vieux téléphone de Lustig d'il y a 2 ans dans une boîte dans son garage. Il l'apportait directement à Reed sans même en parler à Marina, parce qu'il ne lui faisait pas confiance pour ne pas essayer d'interférer ou de détruire des preuves. Rhys a dit qu'il avait cessé de protéger son fils et qu'il voulait que j'aie toutes les preuves qui pourraient aider l'affaire. Je n'étais toujours pas sûre de faire pleinement confiance aux motivations de Rhys, qu'il soit véritablement engagé à rendre des comptes ou qu'il essaie simplement de gérer sa propre culpabilité, mais ses actions soutenaient constamment l'enquête au lieu de la dissimulation, ce qui était plus que ce que je pouvais dire de Marina. Reed m'a appelé 3 jours plus tard pour dire que le procureur voulait aller de l'avant avec des chefs d'accusation formels et devait fixer une audience préliminaire. Il m'a expliqué au téléphone que cette audience était différente d'un procès. C'était juste pour montrer au juge qu'il y avait suffisamment de preuves pour poursuivre l'affaire. Je devrais témoigner sur la relation et comment j'avais découvert les vidéos, mais la majeure partie de l'audience se concentrerait sur les preuves physiques qu'ils avaient recueillies sur les appareils de Lustig. Reed a dit que le procureur était confiant sur la base de ce que l'équipe médico-légale avait trouvé, et la date de l'audience a été fixée à 3 semaines. En raccrochant, j'ai ressenti un étrange mélange de validation du fait qu'il prenait cela au sérieux et de terreur à l'idée de devoir me tenir dans une salle d'audience et parler des moments les plus privés et horribles de ma vie devant des étrangers. Le mardi suivant, je suis sortie du travail vers 18h lorsque j'ai remarqué Marina debout à côté de ma voiture sur le parking. Tout mon corps s'est refroidi parce que l'ordonnance de protection ne couvrait que Lustig, pas sa famille, et elle le savait. Elle s'est avancée lorsque je me suis approchée et a commencé à parler avant que je ne puisse lui dire de partir. Elle a dit que je détruisais la vie de son fils pour une erreur, que Lustig consultait maintenant un thérapeute et apprenait vraiment à être meilleur. Et si je ne pouvais pas trouver dans mon cœur de lui pardonner et de retirer les charges. Sa voix avait cette qualité suppliante qui aurait pu me toucher il y a des mois, mais maintenant je ne ressentais que de la colère face au fait qu'elle me prenne en embuscade sur mon lieu de travail. J'ai pris une inspiration et lui ai dit calmement que je ne retirerais rien. Que ce que Lustig avait fait n'était pas une erreur, mais un schéma de violation sur des années. Elle a commencé à se disputer, mais je me suis détournée et je suis montée dans ma voiture, verrouillant immédiatement les portes. Au moment où j'étais en sécurité à l'intérieur, j'ai appelé Reed et lui ai raconté ce qui venait de se passer. Il m'a demandé si je l'avais enregistré et j'ai dit non. Alors, il m'a suggéré de commencer à avoir mon téléphone prêt à enregistrer toute interaction future avec des membres de la famille, car il n'était pas couvert par l'ordonnance de protection, mais cela pourrait constituer une preuve d'intimidation de témoin.
J'ai rencontré Reed le lendemain matin et je lui ai donné un compte-rendu écrit détaillé de tout ce que Marina avait dit sur le parking, y compris ses paroles exactes sur le retrait des charges et Lustig étant en thérapie. Reed l'a ajouté au dossier et a dit que le procureur était très intéressé par ce schéma de la famille, essayant de me faire pression et d'interférer avec l'enquête. Il a mentionné qu'il pourrait rechercher des charges supplémentaires liées à la manipulation de témoins si Marina ou d'autres continuèrent d'essayer de me contacter. Savoir que leur comportement aidait en fait à construire l'affaire au lieu de la nuire me rendait moins effrayée par leur tentative de me manipuler. Reed m'a également donné un petit appareil d'enregistrement à garder dans mon sac, juste au cas où quelqu'un d'autre essaierait de me coincer quelque part. Cet après-midi-là, j'ai eu un rendez-vous avec Justina pour travailler sur ma déclaration d'impact de la victime pour l'audience préliminaire. Elle a expliqué que j'aurais l'occasion de parler directement au juge de la façon dont les actions de Lustig m'avaient affectée, et cette déclaration deviendrait une partie du dossier officiel. Nous nous sommes assises dans son bureau pendant 2 heures pendant que j'essayais de mettre tout cela en mots sur papier. J'ai écrit sur la trahison de quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance, sur la façon dont il ne m'avait pas seulement enregistré sans permission, mais avait activement essayé de m'humilier avec ses titres et commentaires dégoûtants. J'ai écrit sur le fait de ne pas pouvoir dormir, de me sentir en danger dans mon propre corps, sur la façon dont je ne pouvais plus jamais faire confiance à mon propre jugement parce que j'avais manqué tous les signes pendant 4 ans. J'ai écrit sur les attaques de panique et la peur constante que quelqu'un que je connaissais ait vu ces vidéos. Sur la façon dont il avait transformé des moments intimes en divertissement pour des étrangers qui laissèrent des commentaires jugeant mon corps et riant des titres. Le relire à Justina m'a fait pleurer si fort que j'arrivais à peine à respirer. Mais elle a dit que c'était puissant et honnête et exactement ce que le juge avait besoin d'entendre. Elle a fait des copies et l'a déposée au tribunal, et j'en ai gardé une pour moi, même si la regarder me rendait malade. 2 jours avant l'audience préliminaire, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu et j'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussée à décrocher. Et c'était Jérémie à l'autre bout. Elle semblait nerveuse et parlait rapidement, disant qu'elle avait besoin de me dire quelque chose d'important. Elle a dit qu'elle était prête à témoigner à l'audience sur la pression familiale et les tentatives de Marina de manipuler toute la situation, même si cela signifiait aller à l'encontre de sa mère et probablement causer d'énormes problèmes dans la famille. Elle a admis qu'elle avait peur de la réaction de Marina et craignait de perdre sa relation avec ses parents. Mais elle n'arrêtait pas de dire que ce que Lustig avait fait était trop grave pour le protéger et qu'elle voulait me soutenir, même si nous nous connaissions à peine. Je suis restée silencieuse pendant un long moment car je ne savais pas si je pouvais faire confiance à qui que ce soit de cette famille après tout ce qui s'était passé. Mais Jérémie semblait sincère et sa volonté de témoigner malgré le coup personnel semblait réelle d'une manière que les larmes de Marina sur le parking n'avaient pas. Je lui ai dit que j'appréciais cela et qu'elle devrait contacter Reed directement pour faire sa déclaration. Après avoir raccroché, je me suis demandé si elle tiendrait vraiment parole ou si c'était une autre manipulation. Mais Reed m'a appelé 1 heure plus tard pour dire que Jérémie l'avait déjà contacté et avait programmé son entretien. L'audience préliminaire a eu lieu par un matin froid, 3 semaines après que Reed m'en ait parlé pour la première fois, et j'étais malade pendant tout le trajet jusqu'au palais de justice. Blake est venu avec moi pour me soutenir et s'est assise dans la galerie pendant que j'attendais d'être appelée. Le procureur a d'abord présenté toutes les preuves, montrant au juge des captures d'écran des vidéos téléchargées avec leurs titres, le rapport médico-légal des appareils de Lustig montrant des centaines d'enregistrements, et le fichier audio de la confession ivre de Lustig sur le fait de m'avoir manipulée. Reed a témoigné sur l'enquête et les caméras cachées qu'ils avaient retrouvées. Puis c'était mon tour, et j'ai marché jusqu'à la barre des témoins avec des jambes qui ne semblaient pas stables. Le procureur m'a posé des questions de base sur la relation et sur le moment où j'avais découvert ce que Lustig avait fait, et j'ai répondu aussi clairement que possible, même si ma voix tremblait. Lustig était assis à une table avec son avocat et ne m'a pas regardé une seule fois. Lorsque le procureur m'a demandé de lire ma déclaration d'impact de la victime, j'ai sorti le papier avec des mains qui n'arrêtaient pas de trembler et j'ai lu chaque mot que j'avais écrit sur la trahison, la violation et la peur. Ma voix s'est brisée 2 fois, mais j'ai continué jusqu'à la fin. Le juge a écouté attentivement et m'a remercié pour mon courage avant d'appeler une courte pause. Lorsque nous sommes revenus, le juge a annoncé qu'il trouvait une cause probable de procéder à des chefs d'accusation formels, y compris de multiples chefs d'atteinte à la vie privée et d'enregistrement illégal. Il a également accordé ma demande d'ordonnance de protection complète, d'une durée d'1 an, avec des règles strictes sur le contact et la distance à laquelle Lustig
pouvait s'approcher de mon domicile ou de mon lieu de travail. Sortir de ce palais de justice, en sachant qu'il faisait face à de vraies conséquences légales, m'a fait ressentir quelque chose de proche du soulagement pour la première fois depuis des semaines. 2 jours après l'audience, j'étais dans l'appartement de Blake en train de préparer le dîner lorsque mon téléphone a sonné avec un message texte d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le message disait « Tu es en train de ruiner ma vie et tu vas le regretter ». Et même s'il ne disait pas le nom de Lustig, je savais que c'était lui. Mes mains ont commencé à trembler pendant que je faisais une capture d'écran du message et je l'ai immédiatement envoyé à Reed. Il m'a rappelé dans les 10 minutes et a dit que c'était une violation claire de l'ordonnance de protection et que cela pourrait entraîner la révocation de la caution de Lustig ou des chefs d'accusation supplémentaires. Il m'a demandé de lui transférer le message réel et de documenter l'heure exacte à laquelle je l'avais reçu. Le fait que Lustig essaie toujours de m'effrayer et de me contrôler même en faisant face à des accusations criminelles montrait qu'il n'avait rien appris et n'éprouvait vraiment aucun remords pour ce qu'il avait fait. Reed a agi rapidement et dans la semaine, il y a eu une autre audience, cette fois sur la violation de l'ordonnance de protection. La juge semblait en colère alors qu'elle examinait la preuve du message du téléphone jetable et elle a durci considérablement les conditions de la caution de Lustig. Il devait maintenant porter un moniteur GPS pour que le tribunal puisse suivre son emplacement à tout moment et il était tenu d'assister à des séances de conseil obligatoires 2 fois par semaine. La juge lui a également interdit d'utiliser tout appareil électronique qui n'était pas enregistré auprès du tribunal, ce qui devrait l'empêcher de se procurer un autre téléphone jetable pour me contacter. Ce n'était pas de la prison, mais c'était de graves conséquences pour quelqu'un qui pensait pouvoir continuer à me menacer, même à travers le processus judiciaire. L'avocat de Lustig a essayé de faire valoir que le message aurait pu provenir de n'importe qui. Mais la juge ne l'a pas cru et a clairement indiqué que toute violation future entraînerait une peine de prison immédiate. La même semaine, Mason m'a envoyé un rapport détaillé sur les efforts de suppression de contenu. Il avait réussi à retirer les vidéos de 15 sites web et plateformes différents et avait mis en place une surveillance automatisée qui scannait les principaux sites à la recherche de mon nom et de mon image. Il travaillait également avec un service de gestion de la réputation pour déclasser les résultats de recherche afin que les vidéos soient plus difficiles à trouver, même si quelqu'un cherchait. Mais il m'a averti que ce serait une bataille continue plutôt qu'une solution unique, car le contenu pouvait être téléchargé et retéléchargé sur de nouveaux sites en permanence. L'idée que je doive continuer à surveiller Internet pour ma propre vie privée violée pendant potentiellement des années m'a rendue épuisée et en colère à nouveau. Au moins, j'avais une aide professionnelle pour gérer cela au lieu d'essayer de le faire seule. À peu près au même moment, j'ai commencé à recevoir des messages sur les réseaux sociaux provenant de comptes que je ne reconnaissais pas. On m'appelle des noms horribles et on me dit que je suis en train de détruire la vie d'un homme innocent pour rien, que je mens probablement pour attirer l'attention ou pour de l'argent. Certains des messages proviennent clairement de personnes qui ont vu les vidéos parce qu'ils font référence à des choses spécifiques qui s'y trouvaient. Je bloque les comptes aussi vite qu'ils apparaissent. Mais de nouveau continuent d'émerger. Lors de ma séance suivante avec Dina, elle m'aide à comprendre que c'est une tactique très courante lorsque quelqu'un fait face à des conséquences pour agression sexuelle. Ce sont soit des amis de Lustig qui le défendent, soit Lustig lui-même qui pourrait créer des comptes anonymes pour continuer à me harceler. Elle me forme à établir de meilleures limites en ligne, notamment en mettant tous mes comptes en privé et en bloquant les gens librement sans me sentir coupable. Le harcèlement est déclencheur et me donne envie de supprimer tous mes réseaux sociaux. Mais Dina me rappelle que je ne devrais pas avoir à renoncer à des parties de ma vie à cause de ce qu'il a fait. Au lieu de cela, j'apprends à ne pas interagir du tout avec les messages, à les capturer pour Reed au cas où il deviendrait pertinent pour l'affaire, et à me rappeler que les personnes qui envoient des messages de haine anonymes ne sont pas des sources crédibles de vérité sur ma situation. Une semaine après le début du harcèlement, Justina m'appelle à son bureau pour revoir la plainte civile qu'elle a préparée. Le document est épais, peut-être 40 pages, et voir mon nom en haut en tant que plaignante rend tout plus réel et officiel. Elle me guide à travers chaque section, expliquant comment elle formule la plainte pour atteinte à la vie privée, l'argument de la détresse émotionnelle et les violations de la loi de l'État sur le revenge porn. La plainte énumère des dommages spécifiques tels que mes frais de thérapie, qui dépassent déjà les 3 000 $, le temps que j'ai perdu au travail, et le préjudice continu de savoir que ces vidéos pourraient exister en ligne pour toujours. Elle demande également des dommages-intérêts punitifs, ce qu'elle explique comme étant de l'argent supplémentaire destiné à punir Lustig et à l'empêcher de refaire cela à quelqu'un d'autre.
Les chiffres qu'elle a écrits sont plus importants que ce à quoi je m'attendais, plus de 100 000 $ au total, et une partie de moi se sent coupable de demander autant d'argent. Mais Justina me rappelle qu'il ne s'agit pas de cupidité. Il s'agit de lui faire rendre des comptes de toutes les manières que la loi le permet. Elle dépose la plainte cet après-midi-là et envoie une lettre de demande de règlement à l'avocat de Lustig, lui donnant 30 jours pour répondre avant de procéder à un litige complet. Elle semble certaine que nous pourrons régler l'affaire civile avant même que le procès pénal n'ait lieu, d'autant plus que les preuves sont très claires. Et l'avocat de Lustig sait à quel point cela se présente mal. 2 jours plus tard, Stéphane envoie un texto pour demander si nous pouvons nous voir pour prendre un café. Et quand nous nous asseyons au même endroit où nous nous étions rencontrés auparavant, il a l'air nerveux. Il me dit qu'il a rejoint un groupe de soutien pour les membres de la famille de personnes qui ont commis de graves préjudices. Et il assiste à des réunions 2 fois par semaine pour travailler sur sa propre culpabilité et sa confusion face à ce que son frère a fait. Il me dit très clairement qu'il ne me dit pas cela pour se rapprocher de moi ou l'utiliser comme excuse pour passer plus de temps ensemble. Il pensait juste que je devrais savoir qu'il prenait cela au sérieux et qu'il ne minimisait pas ce que Lustig a fait ou ne cherchait pas d'excuses pour lui. Le groupe l'aide à comprendre comment le dysfonctionnement de leur famille a permis le comportement de Lustig et comment sa tentative de le couvrir a aggravé les choses. J'apprécie à quel point il est direct sur le maintien des limites entre nous, et je lui dis que je suis heureuse qu'il reçoive de l'aide pour gérer cela, car cela ne doit pas être facile d'avoir un frère qui a fait quelque chose d'aussi horrible. Nous terminons notre café et nous nous séparons, et je me sens bien que Stéphane continue de prouver qu'il est digne de confiance et respectueux, même lorsqu'il serait facile de franchir les limites. La semaine suivante, je commence à chercher un appartement, car rester chez Blake n'était que temporaire, et j'ai besoin de mon propre espace à nouveau. Je trouve un endroit de l'autre côté de la ville dans un quartier où Lustig n'est jamais allé et qu'il ne connaît pas. Et l'immeuble a une sécurité bien meilleure que mon ancien appartement. Il y a des caméras à toutes les entrées, un concierge qui travaille à la réception et un garage sécurisé avec accès par portail. Le loyer est plus élevé que ce que je payais auparavant. Mais je décide que la tranquillité d'esprit vaut l'argent supplémentaire. Blake m'aide à déménager mes affaires de l'entrepôt et à aménager le nouvel endroit, et nous passons tout un samedi à assembler des meubles, à accrocher des tableaux et à le faire sentir comme une maison. Avoir mon propre espace à nouveau après des semaines à dormir sur son canapé ressemble à un véritable pas en avant dans la reconstruction de ma vie. Je peux fermer ma propre porte et savoir que je suis en sécurité ici, et Lustig ne sait même pas que cette adresse existe. La première nuit, dormant dans mon propre lit dans mon propre appartement, je dors vraiment toute la nuit sans être réveillée par des cauchemars. Au cours des semaines suivantes, quelque chose change sans que je m'en rende compte au début. Les mises à jour juridiques constantes, les rendez-vous de thérapie et la surveillance d'Internet commencent à s'estomper dans une routine au lieu de se sentir comme une crise. Je reçois toujours des mises à jour de Reed sur l'enquête, de Mason sur la suppression de contenu et de Justina sur l'affaire civile, mais cela ne consomme plus chaque minute de chaque jour. Je me rends compte que j'ai plus de bons jours que de mauvais, où je peux me concentrer sur le travail, voir mes amis et faire des choses normales, sans que la panique et la honte ne me submergent. Je dors mieux la plupart des nuits, et les crises de panique qui se produisaient plusieurs fois par jour sont passées à peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Parfois, je peux passer des heures sans penser à ce que Lustig a fait. Et quand les pensées arrivent, elles ne me détruisent pas complètement comme elles le faisaient. Le trauma n'a pas disparu, et je ne l'ai certainement pas surmonté, mais j'apprends à fonctionner autour de lui et à construire une vie qui n'est pas entièrement définie par ce qui s'est passé. Dina me dit que c'est à cela que ressemble la guérison. Pas une ligne droite, mais une amélioration progressive avec des revers intercalés. 3 mois après le barbecue, Reed appelle avec la nouvelle que le procureur veut offrir à Lustig un accord de plaidoyer, plaider coupable. Les conditions sont spécifiques. Plaider coupable de crimes d'atteinte à la vie privée et de délit de distribution d'images intimes. Accepter une peine de libération conditionnelle avec des conditions strictes, y compris l'inscription au registre des délinquants sexuels, et accepter de payer des dommages d'intérêt pour mes frais de thérapie et mes frais juridiques. Reed me donne le numéro du procureur et suggère que je parle à Justina de ce que cela signifie avant de réagir. Lorsque je rencontre Justina plus tard ce jour-là, elle me guide à travers les avantages et les inconvénients d'accepter par rapport à faire pression pour aller au procès. Un accord de plaidoyer signifie la certitude, savoir exactement à quelles conséquences Lustig fera face sans le risque qu'un jury le déclare non coupable ou lui donne une peine plus légère. Cela signifie également éviter le traumatisme d'un procès complet,
où je devrais témoigner en détail de tout ce qu'il a fait et potentiellement être contre-interrogé par son avocat. Mais accepter l'accord signifie également des conséquences potentiellement plus légères que ce qu'une condamnation après le procès pourrait apporter. Et cela signifie renoncer à l'occasion de le voir faire face à un jury et de voir 12 personnes confirmer que ce qu'il a fait était mal. Justina est honnête sur le fait que les procès sont imprévisibles et brutalement émotionnels. Et l'offre d'accord comprend de graves conséquences permanentes telles que la condamnation pour crime et le registre des délinquants sexuels qui suivront Lustig pour le reste de sa vie. Elle dit que c'est en fin de compte mon choix et qu'elle soutiendra ma décision, mais elle veut que je réfléchisse vraiment à ce que je peux gérer émotionnellement par rapport aux résultats dont j'ai besoin pour sentir que justice a été rendue. Je lui dis que j'ai besoin de quelques jours pour y réfléchir et parler aux personnes en qui j'ai confiance. Au cours de la semaine suivante, j'ai des conversations avec Dina sur le coût émotionnel d'aller au procès, avec Reed sur la solidité de l'affaire et ce qu'un procès impliquerait réellement, avec Justina sur les implications juridiques de chaque option, et avec Blake sur ce qu'il pense que je devrais faire. Tout le monde fait attention à ne pas me faire pression de quelque manière que ce soit, mais Dina souligne que ma santé mentale doit être la priorité et que d'éviter des mois supplémentaires de procédure judiciaire pourrait valoir la peine d'accepter des conséquences légèrement plus légères. Reed dit que l'affaire est solide, mais les jurys sont imprévisibles, et l'accord de plaidoyer garantit que Lustig fera face à une punition réelle. Blake me demande seulement ce que je regretterais le plus, accepter l'accord ou faire pression pour aller au procès. Et cette question m'aide à réaliser ce que je veux vraiment. Après toutes ces conversations, j'appelle Justina et lui dis que je veux accepter l'accord de plaidoyer. Les conséquences garanties et le fait d'éviter le traumatisme du procès me semblent être le bon choix pour ma santé mentale. Même si une partie de moi veut vraiment voir Lustig devoir faire face à un jury et entendre 12 étrangers dire qu'il est coupable. Justina me rappelle qu'une condamnation pour crime et le registre des délinquants sexuels sont de graves conséquences permanentes qui affecteront sa vie de manière importante. Et je ne devrais pas minimiser l'importance de ces résultats juste parce que ce n'est pas du temps de prison. L'audience de plaidoyer est prévue pour 2 semaines plus tard et Justina m'aide à préparer ma déclaration d'impact de la victime. Me tenir dans la salle d'audience avec Lustig assis à 20 pieds de distance à la table de la défense est l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites. Ma voix ne tremble qu'un peu alors que je lis la déclaration décrivant ce que ses actions m'ont fait. Je parle de la trahison de quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance, la violation de ma vie privée et de mon corps, la peur et la honte constantes qui me suivent partout. J'explique comment il ne m'a pas seulement enregistré sans consentement. Il m'a activement humilié avec ses titres et commentaires dégoûtants, transformant des moments intimes en divertissement pour des étrangers et tirant profit de ma dégradation. Je décris les crises de panique et les nuits sans sommeil et la façon dont je ne peux faire confiance à personne d'autre parce que la personne que j'aimais le plus s'est avérée m'utiliser de la pire des manières. La juge écoute attentivement sans interrompre. Et quand j'ai fini, elle me remercie pour mon courage de parler et dit que ma voix compte dans ce processus. Lustig garde les yeux baissés tout le temps, ne me regardant pas une seule fois, et je réalise qu'il est exactement le lâche que j'ai toujours su qu'il était. La juge accepte l'accord de plaidoyer et passe directement à la sentence. Elle condamne Lustig à 5 ans de liberté conditionnelle avec des conditions strictes, y compris une thérapie obligatoire 2 fois par semaine. Absolument aucun contact avec moi sous quelque forme que ce soit. Surveillance GPS pendant la première année, afin que son emplacement puisse être suivi en tout temps. Pas d'accès à Internet sans surveillance avec tous ses appareils. Assujetti à la surveillance et à l'enregistrement en tant que délinquant sexuel, ce qui signifie que ces informations seront publiques et qu'il aura des restrictions sur où il peut vivre et travailler. Elle ordonne également 25 000 $ de dommages-intérêts pour ma thérapie et mes frais juridiques à payer en versement mensuel de 500 $. Ce n'est pas la prison, mais ce sont de graves conséquences qui le suivront pendant des années. Et la juge dit très clairement que toute violation de l'une de ces conditions entraînera une incarcération immédiate. Lustig doit entrer dans un programme de traitement spécialisé pour les personnes qui ont commis des crimes sexuels, avec des rapports réguliers à son agent de libération conditionnelle sur ses progrès. Il lui est interdit d'avoir tout dispositif d'enregistrement, y compris des caméras ou des enregistreurs audio, et il ne peut pas accéder à certains sites web ou applications sans permission. Son utilisation d'Internet sera surveillée par un logiciel sur tous ses appareils, afin que son agent de libération conditionnelle puisse voir tous les endroits où il va en ligne. Les restrictions semblent appropriées pour quelqu'un qui a violé la vie privée de manière si systématique et délibérée, et savoir qu'il est surveillé de si près
m'aide à me sentir plus en sécurité. Une semaine après la sentence pénale, Justina appelle avec des nouvelles du règlement civil. L'avocat de Lustig s'est manifesté, voulant négocier plutôt que de passer par un litige complet, et après plusieurs jours de va-et-vient, ils sont parvenus à un accord. Lustig payera 50 000 $ supplémentaires sur 3 ans, en versement mensuel en plus des dommages-intérêts de l'affaire pénale. Il doit émettre des excuses écrites, reconnaissant que ce qu'il a fait était mal et non consensuel. Et il doit signer un accord, pour ne jamais me contacter ni parler de moi publiquement sous quelque forme que ce soit. L'accord comprend un accord de non-divulgation limité qui l'empêche de tirer profit de cette histoire par le biais d'accords de livres ou d'interviews ou autres, mais me permet de parler librement de mon expérience si je le décide. Justina explique que c'est en fait un très bon résultat pour une affaire civile. Surtout en se réglant si rapidement sans années de litige. Ce n'est pas une justice parfaite, car rien ne peut défaire ce qu'il a fait ou effacer complètement ses vidéos d'Internet. Mais c'est une responsabilité concrète et une compensation financière pour le préjudice qu'il a causé. Les excuses écrites arrivent de quelques jours plus tard, et les lire me fait me sentir bizarre, car les mots sonnent creux et forcés, clairement écrits par son avocat plutôt que de provenir d'un remords réel. Mais avoir par écrit qu'il reconnaît que ce qu'il a fait était mal et a violé mon consentement compte quand même si je ne crois pas qu'il le pense vraiment. Je signe l'accord de règlement et Justina le dépose auprès du tribunal. Et juste comme ça, les affaires juridiques sont enfin réglées. Lustig fait face à des années de conséquences, de restrictions et de paiements, et je peux commencer à avancer en sachant qu'il est tenu responsable de toutes les manières que la loi le permet. Quelques semaines après avoir signé l'accord, je reçois un courriel transféré par le bureau de Justina avec un objet qui dit seulement « De Marina Lustig ». J'ai failli le supprimer sans le lire, mais quelque chose me pousse à l'ouvrir quand même. Le message est court et formel, clairement écrit avec l'aide de sa thérapeute, disant qu'elle a commencé une thérapie après que Reese lui ait donné un ultimatum pour qu'elle cherche de l'aide professionnelle ou qu'elle fasse face à la séparation. Elle écrit qu'elle a tout géré de travers, qu'elle a protégé Lustig au lieu de me soutenir, et qu'elle travaille à comprendre pourquoi elle a pris ces décisions. Le courriel ne demande pas pardon ni n'essaie d'excuser ce qu'elle a fait. Il reconnaît seulement le préjudice et dit qu'elle fait le travail. Je ne réponds pas car je ne suis pas prête pour cela, et peut-être que je ne le serai jamais. Mais je sauvegarde le courriel dans un dossier car il est important qu'elle commence au moins à prendre une certaine responsabilité, même s'il a fallu que son mariage soit menacé pour en arriver là. Stéphane m'envoie un texto une semaine plus tard pour dire que ses parents ont commencé une thérapie de couple, et je peux dire d'après son message qu'il n'est pas sûr de vouloir que je reçoive des mises à jour sur sa famille, mais il pense que je devrais savoir qu'ils prennent cela au sérieux. Il explique que Reese a insisté sur la thérapie pour aborder les schémas de leur mariage, qui leur ont permis de dissimuler le comportement de Lustig et d'essayer de le couvrir au lieu de faire ce qui était juste. Ils ont établi des limites claires avec Lustig maintenant, exigeant qu'il maintienne son traitement et respecte toutes ses conditions de libération conditionnelle, ou ils couperont complètement le soutien financier et émotionnel. Stéphane dit que son père communique régulièrement avec l'agent de libération conditionnelle de Lustig et que sa mère travaille sur son déni et ses schémas de permissivité en thérapie, même si les progrès sont lents. J'apprécie les mises à jour même si je ne les ai pas demandées, car cela m'aide à voir qu'au moins une partie de sa famille essaie de changer au lieu de simplement prétendre que rien ne s'est passé. 2 mois après le règlement, je reçois un courriel de Jérémie demandant si je serais ouverte à un contact occasionnel pendant qu'elle travaille sur son propre rétablissement. Elle explique qu'elle a terminé un programme pour les membres de la famille touchés par le traumatisme et qu'elle travaille avec une thérapeute pour comprendre son rôle dans le dysfonctionnement familial. Le courriel est prudent et respectueux, indiquant clairement qu'elle ne demande pas pardon ni n'essaie de reconstruire une relation, voulant juste que je sache qu'elle fait le travail et qu'elle comprend à quel point la situation du barbecue était mauvaise. Elle écrit qu'elle apprend sur la permissivité et les systèmes familiaux et comment sa peur de faire face à Marina a contribué à ce qui m'est arrivé. J'y pense pendant quelques jours avant de répondre, et quand je le fais, je reste brève et claire. Je lui dis que je suis heureuse qu'elle reçoive de l'aide, et que je suis disposée à échanger des courriels occasionnels, mais je ne suis pas prête pour autre chose que cela, et peut-être que je ne le serai jamais. Elle répond dans l'heure, disant qu'elle comprend parfaitement et respecte la limite, et me remercie d'être même disposée à avoir ce contact limité. Sa réponse semble sincère et j'apprécie qu'elle n'insiste pas pour plus que ce que je peux donner. Stéphane et moi nous rencontrons pour prendre un café 3 mois après que les affaires juridiques aient pris fin,
et il me demande si je me sentirais à l'aise de maintenir une amitié occasionnelle maintenant que tout est réglé. Je réalise pendant qu'il demande que je suis en fait à l'aise avec ça, car il a été respectueux des limites tout au long de ce cauchemar et n'a jamais insisté pour plus que ce que je pouvais gérer. Il n'a jamais fait de mon traumatisme une question personnelle ni essayé de se positionner comme mon sauveteur ou quelque chose de bizarre comme ça. Il s'est juste présenté de manière cohérente, de manière appropriée, et a respecté quand j'avais besoin d'espace. Nous parlons de ce à quoi ressemblerait l'amitié, et nous nous mettons d'accord sur des rencontres occasionnelles pour prendre un café et des SMS, pour prendre de nos nouvelles, avec la compréhension claire que c'est platonique et rien de plus. Stéphane semble soulagé que la limite ait été explicitement établie, et il me dit qu'il craignait de franchir des limites ou de me mettre mal à l'aise, mais qu'il apprécie de m'avoir dans sa vie. Je lui dis que j'apprécie aussi son soutien et son amitié, et ça fait du bien d'établir quelque chose de stable et clair après des mois de chaos juridique et de drame familial. Mes séances de thérapie avec Dina changent en même temps, passant de la gestion de crise à un travail de guérison à long terme. Nous nous sommes rencontrés chaque semaine juste après le barbecue, mais nous passons maintenant à toutes les 2 semaines, car j'ai des outils d'adaptation fiables pour gérer les déclencheurs et les pensées intrusives. Dina me guide à travers la transition avec soin, s'assurant que je me sens prête et me rappelant que je peux toujours augmenter la fréquence à nouveau si j'en ai besoin. Nous passons une session à revoir toutes les stratégies que j'ai apprises et les progrès que j'ai réalisés dans la reconstruction de la confiance en mon propre jugement. Le trauma n'est pas effacé et ne le sera probablement jamais complètement, mais j'apprends à le porter sans le laisser contrôler toute ma vie. Je peux avoir de mauvais jours sans sombrer dans la panique. Je peux reconnaître les pensées intrusives et les défier au lieu de les croire, et je reconstruis lentement mon sentiment de sécurité dans le monde. Dina me rappelle que la guérison n'est pas linéaire, et qu'il y aura encore des jours difficiles, mais le fait que je fonctionne et que j'avance montre de vrais progrès. Mason m'envoie un rapport trimestriel au 4e mois, montrant les efforts continus de suppression de contenu, et je m'assois à la table de ma cuisine en lisant des pages de données sur les demandes de retrait et les alertes de surveillance. Il a réussi à faire supprimer les vidéos de toutes les principales plateformes et de la plupart des sites de taille moyenne, mais il y a toujours des miroirs dispersés sur des sites plus petits qui sont plus difficiles à atteindre légalement. Le rapport comprend des captures d'écran montrant que le contenu a disparu des emplacements de téléchargement originaux et de la plupart des endroits où il a été partagé. Mais Mason est honnête sur le fait que l'élimination complète n'est probablement pas possible. Il maintient des alertes de surveillance qui le préviennent lorsque mon nom ou mon image apparaît sur de nouveaux sites, et il continuera d'envoyer des demandes de retrait aussi longtemps que nécessaire. Je lis les détails techniques sur les empreintes numériques et le contenu en cache et les sites miroirs, et je ressens cet étrange mélange de soulagement qu'une grande partie soit partie et de résignation que ce sera un problème de gestion continue pendant des années. J'envoie un courriel à Mason le remerciant pour le travail exhaustif et lui demandant de continuer la surveillance. Et j'essaie d'accepter le fait que c'est quelque chose avec lequel je devrais vivre pour toujours au lieu de quelque chose avec une résolution nette. Mon patron m'appelle à son bureau 5 mois après le barbecue pour documenter formellement mes aménagements et confirmer que ma performance est revenue à des niveaux normaux. Elle a été solidaire tout au long de cette période, me donnant de la flexibilité pour la thérapie et les rendez-vous juridiques sans me faire expliquer chaque détail. Et maintenant, elle veut s'assurer que la documentation formelle reflète que j'ai reçu le soutien approprié. Nous passons en revue la lettre d'aménagement que les RH ont préparée et elle ajoute des notes sur le fait que ma performance actuelle est complètement revenue à la normale. Les RH ferment mon dossier avec des notes indiquant que j'ai reçu le soutien approprié et que j'ai maintenu mon emploi pendant une grave crise personnelle. Le travail redevient stable d'une manière qui ne l'avait pas été depuis avant que je n'apprenne l'existence des vidéos, et j'assume même de nouveaux projets et j'envisage une opportunité de promotion qui vient de s'ouvrir. Mon patron me dit qu'elle est impressionnée par la façon dont j'ai géré tout cela et qu'elle est confiante de me recommander pour la promotion. Avoir cette partie de ma vie qui fonctionne normalement m'aide à sentir que je suis en train de reconstruire au lieu de simplement survivre, comme si j'avançais réellement au lieu de rester coincée en mode crise. Je commence à faire du bénévolat dans une communauté de soutien en ligne pour les survivants de violations de la vie privée autour du 5e mois, offrant un soutien par les pairs et partageant des ressources qui m'ont aidé à traverser ma propre situation. La modératrice de la communauté approuve ma candidature après un appel vidéo où j'explique mon expérience et ce que j'espère apporter.
et elle m'affecte à aider à modérer le forum des nouveaux arrivants où les gens viennent pour la première fois après avoir découvert des violations. Je passe quelques heures chaque semaine à répondre aux messages de personnes en crise, à partager des informations sur les options juridiques et les ressources de thérapie et les étapes pratiques pour la documentation et les demandes de retrait. Transformer mon expérience en quelque chose qui aide les autres est significatif sans être performatif, et cela me donne un sens de but au-delà de ma propre guérison. Je fais attention aux limites et à l'auto-soin, me déconnectant lorsque je me sens déclenchée ou submergée, mais le travail est vraiment précieux. D'autres survivants m'envoient des messages privés pour dire que mes réponses les ont aidés à se sentir moins seuls ou leur ont donné des étapes pratiques à suivre, et ces messages me rappellent que quelque chose de bon peut émerger même des pires expériences. 6 mois après le barbecue, je rencontre Stéphane et Rhys pour dîner dans un restaurant tranquille de l'autre côté de la ville. Et je suis surprise de voir à quel point la conversation est confortable. Nous parlons de choses normales comme des projets de travail, des passe-temps et des plans pour les prochaines vacances. Et bien qu'il y ait une tristesse sous-jacente sur la façon dont nous nous sommes tous retrouvés ici, il y a aussi une chaleur authentique. Rhys me pose des questions sur mon travail et semble sincèrement intéressé lorsque je lui parle de la promotion que j'envisage. Et il partage qu'il fait du bénévolat dans un groupe d'hommes axé sur la responsabilité et les relations saines. Stéphane parle d'un projet de photographie sur lequel il travaille et nous montre quelques-unes de ses photos récentes sur son téléphone. Nous évitons de parler de Lustig ou des affaires juridiques ou de tout autre sujet lourd, et ça fait du bien d'avoir juste un repas normal avec des gens qui sont devenus une partie de mon système de soutien. Rhys est devenu quelqu'un en qui j'ai confiance prudemment après l'avoir vu choisir constamment la responsabilité plutôt que de protéger son fils. Et Stéphane reste un ami solide qui a fait ses preuves grâce à des mois de comportement respectueux et constant. Quand nous sortons du restaurant, Rhys me prend dans ses bras avec précaution et me dit qu'il est fier de la force dont j'ai fait preuve. Et je réalise que je crois vraiment qu'il le pense. Je réserve un voyage solo d'un week-end à la montagne la semaine suivante, quelque chose que je n'ai pas fait depuis avant de rencontrer Lustig, car il se plaignait toujours des randonnées et du camping. J'emballe ma voiture avec du matériel de camping, des collations et une pile de livres que je voulais lire. Et je conduis 3 heures jusqu'à la forêt nationale jusqu'à un terrain de camping que je visitais à l'université. Le premier jour, je marche 6 miles à travers des forêts de pins et le long de crêtes, m'arrêtant pour prendre des photos et juste respirer l'air qui sent les arbres et la terre au lieu de la pollution de la ville. Mon corps se sent assez sûr pour se détendre d'une manière qu'il ne l'avait pas fait depuis des mois. Mes épaules s'abaissent de mes oreilles et ma mâchoire se relâche. J'installe ma tente dans un camping surplombant un petit lac et je passe la nuit à lire à la lumière de la lanterne, écoutant les grillons et les oiseaux de nuit au lieu du trafic et des sirènes. Je dors profondément les 2 nuits sans cauchemar, me réveillant avec le lever du soleil sur les montagnes et la brume matinale sur l'eau. Le voyage me rappelle que je peux apprécier ma propre compagnie, que je suis capable de faire des choses seule qui m'apportent de la joie, et que la guérison inclut de récupérer les expériences que la violation de Lustig m'a enlevées. Je prends des dizaines de photos pour me souvenir de ce sentiment de paix, de sécurité et d'indépendance. Et je prévois d'y retourner le mois prochain car cet endroit me semble à nouveau mien. La semaine après mon retour de la montagne, Blake me demande si je veux essayer une application de rencontre à nouveau. Et je réalise que non. Je ne l'évite pas par peur cette fois. Je ne suis tout simplement pas encore intéressée car ma vie se sent assez complète sans ajouter de romance. Le travail se passe bien et j'apprécie vraiment mes projets au lieu de simplement les traverser. Et la thérapie avec Dina est passée de la gestion de crise à des choses à plus long terme sur la reconstruction de la confiance en moi. J'ai recommencé à peindre le mois dernier, installant un chevalet dans le coin de mon appartement et travaillant sur des paysages qui me rappellent le voyage à la montagne. Le club de lecture auquel j'ai adhéré se réunit tous les 2 jeudis et j'ai vraiment hâte d'y être. Être assise dans le salon de quelqu'un, buvant du vin et discutant des motivations des personnages avec des gens qui n'ont aucune idée de ce qui m'est arrivé. Le mois prochain, je vais rendre visite à la famille de Blake pour un long week-end, et je suis enthousiaste à ce sujet d'une manière dont je n'avais pas été enthousiaste à propos de quoi que ce soit depuis des années. Ma vie a à nouveau une forme et un but. Remplie de choses que j'ai choisies parce qu'elles m'apportent de la joie, pas parce que quelqu'un d'autre voulait que je les fasse ou ne les fasse pas. Les rencontres viendront quand je serai prête, et je me fais suffisamment confiance maintenant pour savoir que je reconnaîtrai ce moment quand il arrivera. En repensant à où j'étais il y a 6 mois, tremblant tellement dans la voiture de Stéphane devant ce motel bon marché que je ne pouvais même pas défaire ma ceinture de sécurité, noyée dans le choc, l'agression
et l'horrible prise de conscience que rien dans ma relation n'avait été réel. Je peux voir le chemin parcouru. Même si certains jours, cela ne semble pas suffisant. Je ne suis pas réparée et je ne l'ai pas surmonté, car le trauma ne fonctionne pas comme ça. Mais je suis en sécurité maintenant dans mon propre appartement, avec des serrures que je contrôle, et un système de soutien en qui j'ai confiance. Lustige est en liberté conditionnelle avec le registre des délinquants sexuels le suivant partout, faisant face à de vraies conséquences qui affecteront sa vie pendant des années. J'ai des gens que je peux appeler lorsque les crises de panique arrivent. Des rendez-vous de thérapie qui aident vraiment, et un avenir que je construis pièce par pièce qui m'appartient entièrement. Certaines nuits, je me réveille encore en pensant à ces titres de vidéos ou en me demandant si quelqu'un que je croise dans la rue les a vus. Mais ces nuits sont de plus en plus rares et j'ai maintenant les outils pour les surmonter. Stéphane m'envoie des SMS toutes les quelques semaines pour prendre de mes nouvelles et nous prenons parfois un café. Eris envoie des mises à jour occasionnelles sur les progrès de la thérapie de Marina. Et ces connexions se sentent stables d'une manière que je ne pensais pas que les relations familiales pourraient se sentir après tout ce qui s'est passé. Je n'attends pas que ma vie recommence une fois que je serai guérie. Je la vis maintenant avec toute la réalité désordonnée et compliquée du rétablissement en cours. C'est suffisant pour l'instant.